Porte-avions, sous-marins, chasseurs, blindés. Capable d'intervenir partout dans le monde, sur terre, dans les airs et en mer, la France est la première puissance militaire d'Europe. Elle peut s'appuyer sur ses forces armées pour faire respecter le droit et faire entendre sa voix. Pierre angulaire de ces équipements militaires, la Direction générale de l'armement. C'est elle qui est chargée d'équiper les forces armées. Aujourd'hui, elle porte une centaine de programmes d'armement et a consacré plus de 13 milliards d'euros de commandes à l'industrie en 2020. Mais comment sont conçus ces grands programmes qui permettent à nos armées de conduire les opérations d'aujourd'hui et répondre aux conflits de demain? Pour comprendre le rôle clé de ces programmes d'armement, remontons l'histoire de la Ve République de 1960 à nos jours, au fil de ces grands programmes qui font de la France une puissance militaire crédible et écoutée dans le concert des nations. Derrière cette enceinte ultra sécurisée se cache l'un des laboratoires les plus confidentiels du ministère des Armées. Situé en Normandie, il fait partie des 10 centres d'expertise et d'essai de la Direction générale de l'armement. Ce centre, dédié aux techniques hydrodynamiques, abrite une infrastructure rare au monde, un bassin de près de 600 mètres de long. Il permet de mesurer les effets de la mer sur les bâtiments de la Marine nationale comme les frégates, les sous-marins ou le porte-avions. Exceptionnellement, nous avons accès à ce centre d'excellence lors des tout premiers tests du futur porte-avions nouvelle génération, le successeur du Charles de Gaulle. À ce stade, il s'agit d'une maquette de 10 mètres de long, une reproduction réduite au 30e, mais à l'identique du futur porte-avions nucléaire français. Je vous présente la maquette du futur porte-avions nouvelle génération, au stade d'étude où on en est. Cette maquette, elle a servi à faire des essais dans le bassin de 600 mètres de résistance à l'avancement et d'autopropulsion. Ça a permis notamment de déterminer, à ce stade du projet, la puissance qu'il fallait mettre à bord du navire pour propulser le navire à la vitesse souhaitée. Contrairement à n'importe quel véhicule, un porte-avions est unique. Il n'existe aucun prototype à taille réelle. C'est bon? Oui. OK. On a plus à zéro. Maintenant. On est bien. Elles n'ont pas que des tests sur maquette, ils sont complètement complémentaires d'essais de simulation numérique qui permettent d'optimiser les formes du navire et des hélices. Cependant, il est indispensable de se confronter à la réalité de temps en temps. Donc il faut faire des essais sur maquette à chaque étape du projet, dans la conception, le développement et de la réalisation, afin de déterminer ce que sera la performance à la mer. Pour réaliser les essais nécessaires, rien de mieux que ce bassin, capable de générer de la houle avec des creux de vagues d'1 mètre, soit l'équivalent d'une mer déchaînée. L'influence de l'eau sur la coque, sur la ligne de flottaison et sur la propulsion du navire est passée au crible. Rien n'est laissé au hasard. Et ce sont sous les yeux attentifs de près de 130 experts spécialisés en ingénierie hydrodynamique, en simulation numérique, en électronique ou encore en acoustique que se dessinent les premiers attributs du futur porte-avions. Quand il rejoindra la mer en 2038, ce futur fleuron de la Marine nationale mesurera 300 mètres de long et pèsera 75 000 tonnes. Un géant des mers qui pourra atteindre 27 nœuds, soit près de 50 km/h. Un porte-avions endurant aussi, grâce à sa propulsion nucléaire. Résultat, il pourra accomplir davantage de missions tout au long de l'année. Sur la scène internationale, le porte-avions, c'est un morceau de la France qui se déplace. C'est aussi un concentré de puissance qui est extrêmement démonstratif. Assez peu de nations disposent de ce type de capacité et le fait que la France décide de l'employer ou de ne pas l'employer, c'est un message assez fort. Le porte-avions, c'est la possibilité de transporter les forces françaises partout dans le monde. Et tant que nous ne nous résignons pas à être un petit pays européen, et ce n'est pas le cas, eh bien, le porte-avions est un élément majeur de cette politique militaire et diplomatique. Qu'il s'agisse du porte-avions, des sous-marins ou encore du Rafale, chaque programme d'armement est le fruit d'une maturation stratégique. En moyenne, il faut une vingtaine d'années pour concevoir et développer des équipements militaires aussi importants. En charge de l'équipement des forces armées, la DGA,
la Direction générale de l'armement. C'est l'organisation à l'intérieur du ministère des Armées qui fait en sorte que les armées aient les armements dont elle a besoin et que les officiers des armées souhaitent. Donc nous sommes, si vous voulez, une des pointes d'un triangle, un triangle qui est constitué de la DGA que nous sommes, les armées et puis l'industrie. La DGA donc, qui fait réaliser, l'industrie qui réalise et les armées qui expriment le besoin et qui réceptionnent. Il faut qu'elles vérifient effectivement que ce que nous livrons à l'issue du processus de préparation et de développement correspond effectivement à leurs besoins. Et si la France dispose d'un modèle d'armée complet, qui fait d'elle la première puissance militaire d'Europe aujourd'hui, c'est le fruit d'une volonté politique qui remonte aux années 60. Au cœur des 30 Glorieuses, la France est en paix avec ses voisins. Elle profite du plein emploi et se meut dans des années heureuses, marquées par le développement des biens de consommation, de l'essor du prêt-à-porter et les années yéyé. Mais au cœur de la guerre froide, un événement majeur va dessiner un nouveau destin à la France. Après les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni, la France devient en 1960 une puissance nucléaire. Quand nous serons une puissance atomique, ce qui ne tardera plus guère, nous aurons d'autant plus de moyens pour faire sentir notre action dans les domaines qui nous sont chers et qui sont utiles à tous les hommes, c'est-à-dire la sécurité mondiale et aussi le désarmement. Synonyme d'autonomie et d'indépendance, le nucléaire sera un catalyseur d'énergie, de recherche et d'innovation. Pour le général de Gaulle, la dissuasion nucléaire est la clé d'une défense nationale indépendante et souveraine. Un objectif est alors fixé, doter la France d'une force de frappe. C'est dans ce contexte que l'ancêtre de la DGA voit le jour en 1961. On l'appelle alors la délégation ministérielle pour l'armement. Quelles sont les raisons de la création de cette administration unique, la délégation ministérielle pour l'armement? Il y en a une qui est le désir d'aboutir à ce que l'on appelait à l'époque une force de frappe. Cette capacité s'est d'abord construite effectivement sur la force de dissuasion. C'est le général de Gaulle qui l'a voulu, qui a voulu doter la France d'une force de dissuasion capable de donner à notre pays la puissance et la capacité de se défendre, quelles que soient les circonstances. Et c'est à partir de là que toute la DGA s'est construite. Pour répondre à ses ambitions politiques, technologiques et scientifiques, la France rassemble sous une même direction tous les organismes militaires de recherche et de fabrication d'armement, alors que jusqu'à présent, chaque armée fabriquait son propre matériel. À l'époque, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait qu'on a l'arme nucléaire, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Il va falloir le moyen de la transporter, c'est-à-dire d'abord des avions, ensuite des missiles. Or, les missiles, ils sont ni air, ni terre, ni mer. Et l'électronique qui permet de les guider n'est non plus ni air, ni terre, ni mer. Et ça, c'est une deuxième justification à la création de la délégation ministérielle pour l'armement, c'est que les techniques deviennent transversales. Sont alors pensés et développés des programmes pour véhiculer la bombe à l'image du bombardier Mirage 4, qui entre au service actif en 1964, ou encore le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Redoutable, mis à l'eau à Cherbourg en 1967. Dans les airs, mais également sous les mers et à terre, la dissuasion devient une réalité. Je pense que ce n'est que dans les années 70, puis dans les années 80, que la dissuasion est devenue l'élément majeur de la politique militaire française, la pointe de diamant, comme disait M. Mitterrand. La dissuasion irrigue sur l'ensemble des domaines, qu'il s'agisse des matériels de l'armée de l'air, des matériels de la marine ou encore des matériels de l'armée de terre aussi. Donc on peut trouver effectivement des expériences acquises au titre de la dissuasion qui ont permis la réalisation des systèmes qui sont aujourd'hui la force de notre pays dans son modèle d'armée complet. La recherche autour de ces grands programmes liés à la dissuasion va avoir des répercussions directes sur les armes conventionnelles, et ce dans tous les domaines, balistiques, aéronautiques, navals et terrestres. De nombreux programmes sont alors lancés. Ils entreront plus tard dans les forces. Parmi eux, les missiles anti-chars, les avions Mirage 2000, les véhicules blindés AMX-10 RC ou encore les corvettes anti-sous-marines. L'objectif est clair, composer un modèle d'armée complet, c'est-à-dire capable d'intervenir dans tous les milieux.
le modèle d'armée qui a été décidé pour la France, c'est un objectif stratégique, et chaque capacité individuellement concourt à l'obtention de ce modèle complet défini par la stratégie de défense française. Et donc il faut s'assurer qu'il ne manque pas une capacité, que l'ensemble des capacités est cohérente, qu'il n'y a pas de doublon et qu'il n'y a pas de trou. Développer des équipements militaires nécessite une lecture attentive de l'histoire pour une meilleure anticipation des menaces et conflits futurs. Entre le moment où on commence à développer ou à imaginer la solution et le moment où elle arrive en service dans les armées, effectivement, c'est entre 15 et 20 ans souvent. Et donc, il faut savoir ce que sont les menaces. Alors, anticiper les menaces, ça se fait par la réflexion stratégique d'une façon générale. Beaucoup de discussions avec les utilisateurs, les armées, qui voient les choses évoluer de leur côté. Dans les armées, évidemment, les services de renseignement, ceux qui évaluent la menace future. Et puis énormément de discussions avec la DGA et au travers de la DGA avec les industriels pour déterminer ce qui est accessible pour faire évoluer les capacités dont nous disposons ou dont nous souhaitons disposer dans l'avenir. Parmi tous les matériels entrés en service actif dans les forces, certains sont devenus emblématiques au fil des opérations, comme le déjà mythique avion Rafale. À l'origine du programme, au début des années 80, l'armée de l'air et la marine nationale expriment un besoin. Remplacer 7 types d'avions de combat différents par un seul et même chasseur multirôle. Pour l'armée de l'air, il s'agit de remplacer ses Jaguars et ses Mirage, et pour l'aéronaval, ses Crusader et Super Étendard. L'enjeu est immense. Le Rafale devra aussi bien effectuer des missions de permanence opérationnelle, de sécurité du territoire, de frappe dans la profondeur, d'appui aérien, de reconnaissance et de dissuasion. L'aventure débute dans les bureaux d'études de Dassault en 1983. 3 ans plus tard, le prototype du Rafale A effectue son premier vol sur le site d'essai de la DGA à Istres et rencontre ses premiers succès au Salon du Bourget. C'est une bonne préfiguration de l'avion de l'an 2000, ce n'est qu'un démonstrateur. Lorsque nous aurons le véritable avion, ça sera vraiment, on tombe dans les avions de l'an 2000. S'ensuit une succession de campagnes d'essai pour améliorer toujours un peu plus l'appareil. 20 ans plus tard, le Rafale entre au service actif. Très vite, il fait ses preuves en opération, en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Irak ou encore en Syrie. Le lieutenant-colonel Clément a fait toute sa carrière sur Rafale. Cet aviateur chevronné compte pas moins de 2000 heures de vol sur l'appareil. Aujourd'hui, il est officier programme Rafale au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Sa mission, continuer à améliorer cet appareil. Tout jeune, j'ai découvert cet avion d'abord de loin. Et dès mes premières heures sur avion de combat, je les ai passées sur Rafale. Par la suite, j'ai participé aux opérations. Pendant de longues décennies, les avions de combat étaient dédiés à une mission spécifique. Et le Rafale a cette capacité remarquable de faire l'ensemble des missions dévolues à l'arme aérienne, suivant la situation. En Afghanistan, c'était un peu le baptême de combat pour le Rafale. La Libye a été la mise en place de nombreux types de missions, notamment la reconnaissance a pu être appliquée, les attaques dans la profondeur, la défense aérienne. Ça a été la maturité. Et aujourd'hui, on a une connexion avec nos alliés qui est vraiment améliorée. Le besoin des forces, ça reste toujours le même combat. Il s'agit d'améliorer notre bouclier, d'améliorer notre épée, de s'adapter aux nouvelles technologies et permettre une compréhension encore accrue du champ de bataille pour prendre les meilleures décisions. La DGA, eh bien, c'est l'architecte de ce bel avion qu'est le Rafale. C'est aussi le fruit de leur travail. Je crois que le succès du Rafale, il repose sur la capacité que nous avons voulu lui donner dès le départ d'être un avion capable d'accomplir les différentes missions que l'on demande à un avion de chasse. Donc je pense que le concept même d'avion qui a été choisi par la France au démarrage du programme s'est avéré le bon. L'autre chose, effectivement, c'est que le Rafale avait été conçu pour être évolutif, pour prendre en compte des possibilités nouvelles, des armements nouveaux, et répondre aussi bien que possible à l'évolution de la menace en particulier, ou des conditions d'emploi qui changent en permanence.
Au fil des opérations et des évolutions technologiques, le plus célèbre chasseur français, qui séduit à l'export, a donc évolué pour rester à la pointe et faire face à des menaces toujours plus nombreuses. Au sol aussi, il faut faire face. En première ligne, le combattant est parfois confronté à un ennemi mieux équipé, plus organisé ou plus intelligent qu'auparavant. Il est donc nécessaire de toujours mieux protéger les soldats, et ce, dans des délais plus courts que pour les grands programmes d'armement. Une autre facette de l'activité de la Direction générale de l'armement. Nous avons des méthodes dites d'urgence opérationnelle qui consistent effectivement à livrer le plus vite possible les matériels qui s'avèrent absolument nécessaires sur les théâtres d'opération en particulier. Donc c'est ce que nous appelons les processus d'urgence opération. La réactivité est une recherche permanente. Les programmes militaires ont la fâcheuse tendance de durer plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc on a développé un certain nombre de procédures qui permettent de sélectionner les besoins les plus urgents à partir d'un retour de terrain et d'une analyse de terrain qui valide ce besoin. Et puis un certain nombre de choses qui permettent de détecter les bonnes idées et de les mettre en service le plus rapidement possible. Donc c'est là qu'on peut faire preuve de réactivité. La recrudescence des engins explosifs improvisés et des tirs de roquettes en Afghanistan ont poussé les ingénieurs de la DGA et les armées à réagir rapidement. L'ajout d'un kit de surblindage et du filet anti-roquette RPG au VBCI, le véhicule blindé de combat d'infanterie, en sont les illustrations. La roquette arrive et... En fait, ça tape dans le grillage, là. Dans le grillage et la petite boulon... Ça explose avant de toucher la carrosserie. Reconnaissable à ses 8 roues motrices, ce monstre de 32 tonnes déployé à partir de 2010 en Afghanistan était surnommé le Seigneur de la Vallée par les insurgés, tant ce blindé assurait protection et appui aux fantassins au plus près des combats. Ces filets de protection et ce blindage renforcé ont constitué des innovations majeures au profit de la protection du combattant. C'est ce qu'on appelle l'innovation d'opportunité ou de découverte, qui est l'incorporation d'innovations qu'on n'avait pas spécialement recherchées dans des systèmes opérationnels. C'est un défi permanent d'adaptation à l'évolution de la menace qui évolue très vite, qui est une menace qui est parfois asymétrique, comme on dit, c'est-à-dire qui n'est pas une menace qui se traduit par un combat classique de haute intensité tel qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est effectivement quelque chose que nous devons assurer en permanence. Donc tout ça fait qu'effectivement, ça nécessite non seulement des études d'avant-projet, mais également des développements technologiques qui font partie de nos programmes d'innovation, de nos programmes d'études amont que nous poursuivons d'une année sur l'autre. Pour faciliter les échanges, les états-majors ont été regroupés en 2015 au sein d'un seul et même site à Balard, dans le 15e arrondissement de Paris. Au sein d'un espace commun, les opérationnels peuvent ainsi échanger avec la Direction générale de l'armement sur la conception de nouvelles capacités pour être toujours plus efficients sur le terrain. Donc ça, nous le faisons en étroite relation avec les armées. Nous avons rapproché tout dernièrement les équipes des états-majors et de notre maison DGA qui travaillent ici physiquement à Balard. Nous les avons mis sur un plateau commun, de manière à ce qu'effectivement ce travail d'élaboration du système à réaliser se fasse de manière aussi efficace que possible. Ensuite, une fois que ce travail de préparation est fait, eh bien, il faut effectivement faire en sorte que les cycles longs soient conciliés avec l'efficacité de la réponse aux besoins. Dans la réponse aux besoins des armées, l'innovation, c'est un sujet dont on parle beaucoup. L'innovation, elle est constante dans les développements des capacités militaires. En Afghanistan hier, au Sahel aujourd'hui, les armées sont engagées en opération sans discontinuer depuis 20 ans. Avec les retours d'expérience accumulés et la part grandissante du cyber et des nouvelles technologies, la DGA et les forces ont convergé vers une priorité: rendre le champ de bataille plus lisible pour le combattant et son commandement. Cette volonté s'illustre notamment par la conception de véhicules interconnectés entre eux. C'est le sens du programme phare de l'armée de terre, le programme Scorpion. Il est destiné à renouveler et moderniser les capacités de l'armée de terre avec notamment des blindés nouvelle génération. Un nouveau blindé rejoindra les rangs de l'armée de terre en 2022. Le véhicule blindé multirôle léger baptisé Serval. Avec le Griffon, il remplacera le véhicule de l'avant blindé qui prendra une retraite bien méritée après avoir foulé pendant 40 ans les plaines yougoslaves.
les vallées afghanes et la latérite africaine. Pour l'heure, le Serval est encore en phase de test au sein du centre d'expertise et d'essai de la DGA spécialisé pour les véhicules terrestres. L'antenne d'Angers est composée d'une centaine de personnes. Ça va les gars, tout se passe bien? Alors sur le site d'Angers, il y a deux grands types d'essais en fait, qui sont menés. Les premiers essais, ce sont les essais en environnement climatique et vibratoire, donc avec des chambres climatiques et puis des pistes spéciales qui permettent de solliciter mécaniquement le véhicule. Et la deuxième famille d'essais, ce sont des essais de sécurité du roulage, donc des essais routiers où on va dérouler un certain nombre de modes opératoires. Les résultats des pesées là? Les résultats des pesées, ouais. On avait plusieurs pesées effectivement, mais on va les voir tout de suite. Une fois livré par l'industriel, la DGA effectue des tests avant sa mise en service, afin de s'assurer que ce véhicule de 17 tonnes est conforme aux exigences des forces armées. C'est ce qu'on appelle la phase de qualification. Essais de résistance, de durabilité, de compatibilité électromagnétique, d'aérotransportabilité. Le nouveau véhicule est examiné sous toutes les coutures. On aura plusieurs capteurs à installer sur le véhicule. Donc on a un capteur qui va nous donner l'angle du volant, donc on démontera le volant du véhicule et on mettra ce capteur. Et le pilote, lui, il aura cet écran-là à l'affichage et si on lui dit de mettre une consigne d'angle, voilà, il mettra par exemple 115-175. On fait les différents essais qui sont demandés et après on ressort des courbes et des fichiers résultats au responsable d'essai. Ok, on va passer maintenant à ce moment-là à une manœuvre forte sollicitation de type évitement-rabattement. Sur les pistes de ce site de 150 hectares, le Serval est poussé dans ses retranchements. Au programme, tests de vitesse, de freinage, d'évitement et de franchissement. Les sensations de roulis, le tangage, toutes ces sensations qu'on peut ressentir dans une voiture sont beaucoup plus amplifiées dans un véhicule lourd, surtout typiquement de combat comme celui-là. Après, l'ambiance sonore qui est très différente, elle aussi, plus métallique. Mais après, la conduite reste assez proche d'un poids lourd assez classique. Bon, tu vas me faire un freinage d'urgence à 60 km/h. Ok, reçu? Ok, reçu. Ok, alors pas de problème sur le... Mon métier, c'est opérateur d'essai mobilité. C'est un métier déjà vraiment à part entière. Hein. On est unique en Europe et on en est très fiers. C'est un métier qui s'apprend sur plusieurs années, avant de pouvoir valider, avant de pouvoir maîtriser correctement les bons gestes et surtout les gestes de sécurité. Ouais, on fait vraiment un métier d'exception. On a quand même vocation à couvrir à peu près tout le spectre de ce qui est possible pour le véhicule. Ce qui fait qu'un véhicule comme celui-ci, on va faire du routier, évidemment, on va faire de la boue, on va faire du sable, qui est très en lien avec les opérations du moment. Mais on va aussi potentiellement faire de la rocaille, on va faire potentiellement aussi de la neige sur les configurations de chaînage, par exemple. C'est vraiment notre raison d'être ici, hein, c'est de faire en sorte que le matériel qui est livré aux forces réponde à leurs exigences et puis surtout ne présente pas de risque pour eux et pour les tiers. Une fois l'ensemble des tests validés, le Serval devrait rejoindre le Griffon à l'horizon 2022. Il permettra ainsi aux armées d'être encore un peu plus performantes sur le terrain et aux soldats d'être mieux protégés. Engagée en faveur de la protection du combattant et résolument tournée vers l'avenir, la DGA a su, en 60 ans d'existence, se mettre au service des armées pour lui garantir un modèle complet grâce à sa base industrielle et technologique de défense et ses coopérations européennes. Aussi bien sur terre que dans les airs et sur les mers, elle s'est attachée à doter nos armées des meilleurs équipements possibles, à mesure des développements technologiques et des nouvelles menaces. Et ceci pour une ambition, permettre à la France de mener à bien des opérations et de répondre aux conflits de demain. Effectivement, la DGA, pendant ces 60 ans, ça a été un outil essentiel au développement de nos capacités de défense et donc à la défense et à l'indépendance de notre pays. Et je crois que le défi que nous avons, c'est effectivement de continuer pendant, alors, je sais pas, les 60 ans à venir peut-être, ce que nous avons pu réaliser, ce que les équipes de la DGA, qui, encore une fois, c'est la grande force de la DGA, ce sont ces femmes et ces hommes qui en constituent la substance, qui a été fait pendant ces 60 ans, le pérenniser dans les années à venir, au service de nos armées et au service de notre pays.